Bonjour à vous. Lorsqu'on fait de l'intervention en psychothérapie et qu'une personne arrive en ayant vécu un traumatisme, on va l'accueillir dans sa souffrance, dans son désir de verbaliser, c'est-à-dire raconter cette histoire aussi longtemps qu'elle en a besoin. Même si, à un moment donné, comme thérapeute, le professionnel peut se dire, ben, ça serait le temps de passer à autre chose. Ou bien la personne qui a vécu un trauma aurait tout avantage à centrer son attention sur autre chose. Pourquoi on fait ça? C'est que c'est important que pour que la personne chemine, qu'elle se sente comprise. Alors, quand j'enseignais en psychologie, je disais aux futurs psychologues, vous devez rejoindre la personne là où elle est. Euh, Souvent, les gens donnent l'impression d'être dans un malheur. On peut dire même en québécois, on dirait ils sont dans marde. Ben, je disais aux futurs thérapeutes, allez les rejoindre là où ils sont. Parce que ça, c'est important si vous voulez que la personne, le client, la cliente, marche avec vous, avance avec vous. Vous pouvez pas vous tenir à distance en disant à la personne, ben voyons, la vie est belle quand même, arrête de ruminer tes difficultés. Euh, il y a des choses à faire en ce moment qui vont te rendre heureuse, heureux ou heureuse. Parce que à ce moment-là, l'écart est trop grand et la personne ne se sent pas comprise. Le seul moyen d'aider une personne à cheminer, c'est de la rejoindre d'abord et avant tout là où elle est, puis de l'accompagner, de marcher main dans la main avec elle. Bon, l'accompagner, puis la rejoindre là où elle est, ça veut pas dire de vivre le malheur comme elle, mais c'est de la comprendre, puis de lui permettre d'en parler. Pourquoi je dis c'est en lien avec ce qui se passe en ce moment? En fait, c'est ce que je réalise, c'est qu'en ce moment, on peut avoir, bon, on était traumatisés. On a tous vécu une situation exceptionnellement malheureuse. D'un certain point de vue, parce que certains d'entre vous réalisez qu'à travers ça, vous avez aussi vécu quelque chose d'extraordinairement beau, là. Mais ça nous a atteint tous, cette situation-là. On était blessés dans cette situation. On a vu des souffrances. Alors, on a vécu un traumatisme. Et faudra en parler aussi longtemps que c'est nécessaire. Et c'est pour ça que je continue à m'intéresser à euh, ces informations qui circulent et qui rappellent le trauma, tout en sachant que ce qui est beaucoup plus productif, euh, c'est autre chose. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire à travers ça qui émerge. Alors, ben, ça vous permet peut-être de comprendre pourquoi, à travers mes vidéos, je reviens sur les nouvelles, sur l'étrangeté de la situation. Alors, je vous en parle un peu. Euh, il circule de ce temps-ci une information sur les médias de masse au Canada que les enfants obèses le seraient à cause du changement climatique. Ça, c'est étrange. Les enfants sont obèses sans doute à cause du fait qu'on les a empêchés, d'une façon ou d'une autre, de faire de l'exercice, des activités sociales, mais aussi sportives. Mais l'utilisation du terme changement climatique va avoir comme effet d'habituer les gens à entendre parler de ça. Et comme le cerveau fonctionne tout simplement par association, ce terme-là va être utilisé éventuellement pour justifier toutes sortes de mesures qui sont aussi étranges que celles qui ont été mises en application lors
de l'annonce de la pandémie. Étrange parce que ça allait totalement à l'encontre de ce qu'on connaît en médecine sur la santé immunitaire, mais aussi en psychologie sur la santé mentale des gens. Je ne reviendrai pas sur toutes les mesures dont on a tant parlé, mais vous savez de quoi je parle. Mais par rapport aux enfants, en passant au Danemark, on interdit l'injection pour les jeunes de moins de 18 ans. Au Canada, contrairement à plusieurs pays, donc plusieurs pays qui décident de questionner l'efficacité, mais aussi qui enquêtent sur la dangerosité des injections, le Canada a décidé de commander des masques en grande quantité, commandes qui vont jusqu'à 2023 pour les écoles. C'est des masques pour adultes, mais donc, ça aussi, c'est étrange. C'est comme si le gouvernement fédéral était clairvoyant. Il savait d'avance ce qui allait se passer dans l'avenir. Je le dis à la blague, évidemment, parce que euh, c'est pas nécessairement de la clairvoyance autant que des mesures qui sont imposées indépendamment de la réalité. Quoi d'autre? Ben, dans un domaine tout à fait différent, un ancien chef du FBI revient sur des événements qui nous ont traumatisés, qui nous ont marqués dans l'histoire, autant le meurtre de Kennedy que le 11 septembre. Et il fait le lien entre ces événements, l'utilisation ou l'instrumentalisation du terme terrorisme et ce qu'on a vu apparaître en termes de mesures pour réduire les libertés individuelles. C'est comme ça qu'il le présente. Il y a, pour terminer dans les nouvelles, il y a de plus en plus de personnes qui avaient encouragé les gens à recevoir l'injection et qui parlent maintenant de leur dangerosité. Dangerosité parce que certains disent ils ont vu des amis mourir suite à cette injection. Et c'est une entrevue que j'ai vue dans les médias français, les médias traditionnels français, je crois que c'est un virologue qui disait qu'une injection à chaque 5-6 mois allait discréditer la vaccination. Et celle qui l'interviewait disait, ben, cette injection, elle nous protège quand même contre les visites en réanimation, c'est-à-dire que ça empêchait les gens d'aller en réanimation. Et lui revenait en disant, ben, l'immunité naturelle aussi empêche les gens d'aller en réanimation. Alors, c'est une critique, des critiques qui commencent à circuler qui commencent pas vrai, là, qui circulent de plus en plus et qui avancent assez rapidement aussi, quasiment au même rythme que ces lois étranges qui sont votées, ces décisions gouvernementales qui sont votées. C'est ce que voulais vous dire pour commencer, mais je vais vous parler de choses qui m'intéressent aussi, je dirais beaucoup plus ces temps-ci. J'ai appelé ça, bon, le thème que je vais aborder aujourd'hui, j'ai appelé ça les petites personnes. Puis comme ça peut paraître péjoratif, je pourrais parler des gens ordinaires. Et c'est qui les gens ordinaires? C'est vous, c'est moi, c'est nous. En fait, ce sont les gens qui n'ont pas de statut qui les amènent à être publics, à se prononcer publiquement, puis à influencer dans un système, je vais dire le système d'avant qui perdure, qui avait le monopole des avis, des opinions. C'est ces personnes-là qui pouvaient partager leur opinion et influencer la société. Mais les petites personnes ou les gens ordinaires, ce sont celles qui vont changer ce système-là. Et ça m'apparaît de plus en plus clair avec ce que je vois.
J'ai envie de vous parler de Gilette. Gilette, c'est son prénom. C'est une personne que j'ai rencontrée dans une rencontre à Angers. Gilette, c'est une personne petite. C'est une femme qui a une profession respectable, mais qui, durant notre rencontre, est restée en silence. Et par la suite, j'ai appris que cette personne, c'est elle qui avait au départ envoyé ma vidéo, une vidéo que j'avais faite à Claire Richer. Claire Richer, à qui j'ai donné mes livres, Le Fou, qui était disponible en France, les livres restants, je lui ai donné pour l'aider à un projet de conte qu'elle a. Et ensuite, c'est Claire qui m'a écrit un jour en disant, tu devrais communiquer avec Philippe Guillemant, il dit la même chose que toi. Et récemment, c'est elle qui nous a permis de rencontrer Annick de Souzenel. Alors, je reviens à Gilette, elle se présente à moi en me disant que elle a fait une longue distance pour venir assister à la rencontre et cette personne, alors qu'il y a bien des gens qui ont parlé durant la rencontre, elle est restée silencieuse. Et ça me parle beaucoup. Et j'ai écrit quelque chose à ce sujet-là. Les petites personnes comme Gillette baignent dans le silence, tandis que d'autres se noient dans les paroles. C'est pas ceux qui parlent le plus qui vont changer le monde. J'ai entendu un petit reportage sur Lux Media d'un agriculteur qui a inventé un procédé qui élimine la pollution que font les fermiers. Alors, vous savez que de ce temps-ci, on accuse et on restreint les fermiers. On les restreint dans leur production, dans leur capacité de survivre, de vivre de ce qu'ils font pour cause de pollution. Et puis lui, il dit, moi j'ai un procédé qui élimine toute cette pollution, mais le gouvernement ne veut pas en entendre parler. Alors qu'il y a des sommes fulgurantes qui sont attribuées à l'environnement, son projet n'est pas reconnu parce que, dit-il, il n'est pas un petit ami des chefs politiques. Les personnes ordinaires ont des solutions, ont des visions de la réalité du monde qui sont nos portes de sortie et elles travaillent en silence. J'ai rencontré plusieurs personnes extraordinaires qui sont des gens ordinaires. Donc, des gens dont on n'entend pas parler, qui sont pas dans les magazines de vedettes. Je suis passée devant un kiosque de journaux, puis je voyais que les magazines sont remplis des histoires de comédiens, de célébrités. Puis ça m'a frappée comme jamais que la vie de plusieurs personnes est centrée sur les faits divers de comédiens, de gens qui sont reconnus dans ce système qui est en train de s'effondrer, un système virtuel, alors qu'il se passe de choses extraordinaires chez les gens ordinaires. En ce moment, c'est une époque qui nous donne l'occasion de faire ressortir notre héroïsme. Qu'est-ce que c'est l'héroïsme? C'est d'être l'artisan de sa propre vie. C'est de ne pas être influencé par ce monde virtuel, puis de faire ce qu'on a à faire, puis d'être créatif, puis que cette créativité repose sur nos talents qu'on possède déjà. Alors, il y a Valérie et Serge qui sont des restaurateurs qui ont expliqué comment le confinement leur a permis, d'une part, de se reposer parce qu'on les payait à rien faire, mais aussi de s'intéresser à la situation mondiale et ils ont compris bien des choses. Et de fil en aiguille, toutes sortes d'événements leur ont permis de vendre leur commerce. C'est ce qui devrait arriver cette semaine. Et ils ont décidé de partir en voyage pendant un certain nombre de mois, de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais pu faire. Et puis de se redéfinir. J'ai rencontré aussi Marc et Mallory. Mallory, qui est une médium. On parle beaucoup de médiumnité ici en France, en tout cas. Et mon impression, c'est que c'est vrai qu'on peut avoir été, moi, la première, assez fermée à ce phénomène-là pour comprendre que maintenant, il
il y a une ouverture de notre cœur qui nous permet de reconnaître que des gens qui ont cette capacité qu'on a oubliée d'être en connexion avec ce qui nous dépasse. Et Mallory, d'ailleurs, a raconté des choses à mon sujet que je trouvais très appropriées, très pertinentes, très justes. Et c'est une personne tout à fait simple et humble. Et son compagnon de vie, c'est Marc, qui est l'un des réalisateurs du film Enquête de sens, moi que j'ai vu au début de cette crise, qui est excellent. Si vous avez la chance de le retrouver, ce sont deux garçons, deux jeunes qui partent au Mexique, en Inde au départ et qui s'intéressent aux gens qui ont une vision différente de la réalité, autant ces gens qui vivent dans la nature, Pierre Rabhi entre autres, que des scientifiques qui s'y intéressent. C'est un film qui est fait bien avant la crise et par contre, ce qui est surprenant, c'est que les gens dans le film parlent de cette crise qui était déjà tangible à ce moment-là pour eux et disent comment elle sera dépassée, cette crise, lorsqu'on retournera à cette connexion avec la nature. Pierre Rabhi, j'y reviendrai, il dit des choses qui me rejoignent tellement. Pierre Rabhi qui est décédé il n'y a pas si longtemps. Donc, bon, ce qui est intéressant avec Marc et Mallory, c'est que leur film leur a permis d'acheter une propriété. Puis par la suite, les valeurs qui étaient portées à travers ce film-là ont fait en sorte qu'il y a eu des mécènes, des gens qui leur ont donné de l'argent pour rénover, entretenir cette grande propriété qui sert à recevoir des stages qui sont en cohérence avec leur vision. Puis il y a aussi une utilisation de la terre à travers le jardinage qui fait que dans cet endroit-là, on utilise la terre et je dirais, on utilise tous les bienfaits de la terre dans un cycle qui est bénéfique à la terre elle-même. Donc, ça m'a vraiment frappé comment les gens ont pu utiliser ces crises, du côté extraordinaire de celle-ci. Et ce qui leur est arrivé, c'est un certain nombre de synchronicités, c'est le même qu'on appelle ça, c'est-à-dire d'événements très favorables qui les ont aidés dans leur cheminement. Je continue en disant que l'idée qu'on a de la réalité du monde, elle n'est pas juste dans le sens, c'est pas ce qu'on pense. C'est pas linéaire, c'est cyclique. Tout est en mouvement, un genre de mouvement d'aller-retour, comme notre respiration. Et c'est ce qu'on a oublié, on s'est beaucoup attardé à l'aspect visible, mais il y a toute une dimension invisible, mais aussi visible dans les éléments de la Terre, le vent, le soleil, sa chaleur, son éclairage, l'eau, toute la nature, les végétaux, les êtres vivants. Tout ça, pour moi, c'est une école, c'est l'école de la vie. Et c'est à travers le silence et l'observation qu'on est en connexion avec cela et que ça peut nous apprendre de l'intérieur. Et c'est ainsi qu'on peut développer les connaissances qui vient du mot con et naissance, naître avec, con qui est avec. Ces connaissances qu'on a oubliées. Et est très difficile pour nous d'avoir une perspective différente de celle qu'on a développée dans le système qui s'effondre, le système de l'éducation, de la politique, des banques. J'en ai amplement parlé, j'y reviens pas. Mais dans notre système, dans le système dans lequel on a vécu, on a développé une perspective de la réalité à partir de nous, individuellement. Et à mon avis, c'est une erreur qu'on a faite et qu'on a avantage à développer cette perspective en se voyant comme un élément de quelque chose qui nous dépasse. Et cette perspective, on peut l'avoir lorsqu'on s'éloigne, on prend une distance de notre expérience individuelle. Et dans Le Fou, un livre que j'ai écrit,
au tout premier chapitre, on aborde cet élément-là. Le fou est amené par le vent à prendre une distance incommensurable de la Terre. Et c'est à cet endroit-là, avec cette distance-là, qu'il voit apparaître le jour et la nuit au même moment. Alors, quand en physique quantique, on dit le temps, l'espace n'existe pas, ça fait référence à cette idée que notre perspective du temps et de l'espace, elle n'est pas juste, pas comme celle qu'on a appris. Elle peut être très différente et on peut imaginer que tout advient au même moment, comme la vision du fou qu'il a sur la Terre lorsqu'il voit euh, sa partie sombre et éclairée en même temps, parce qu'il en est très loin. Qu'est-ce que je voulais vous dire à part ça? J'ai écrit les archétypes, les mathématiques, les symboles, l'histoire oubliée ne sont que des portes pour accéder à la connaissance. En fait, pour nous aider à quitter le monde de l'illusion que l'homme est au centre de l'univers. Or, pour moi, la réalité, telle que je me la représente maintenant, est comme un cycle qui fait que ce qu'on vit en ce moment, qu'on appelle le changement climatique, c'est pas nouveau. Ce qu'on vit en termes de crise, c'est pas nouveau. On a vraiment cette impression, plusieurs d'entre nous, de revivre quelque chose dont on a déjà entendu parler dans le passé et qui a déjà existé. C'est un cycle continuel, comme une respiration. Mais c'est un cycle qui peut prendre la forme d'une spirale ascendante qui nous amène de plus en plus en connexion avec ce qui nous dépasse, qui nous amène à ressentir le tout en soi, l'univers en soi, et ce que certains vont appeler le divin en soi. L'humanité n'est pas sur Terre pour l'exploiter, mais pour en prendre soin. Une partie de l'humanité est en train de s'autodétruire et une autre est en train de renaître. C'est Pierre Rabhi qui a cette conception de l'idée que l'humain est sur la Terre, non pas pour l'exploiter, mais pour l'aider à continuer de nourrir les êtres vivants. Et je discutais avec Philippe Guillemant dernièrement de ma perception des êtres vivants. Quand on dit l'humain est supérieur à tous les êtres vivants, c'est pas la conception que j'en ai. J'ai plutôt la conception que les arbres, les végétaux, par exemple, sont beaucoup plus, on va dire, connectés à ce qui les dépasse, dans une connexion divine, pas dans une connexion divine, dans une connexion directe avec les éléments de la Terre. Ce qui les place, à mon avis, dans une position autre que nous, les humains, dans cette sagesse, cette générosité, parce que les végétaux donnent c'est pas imaginer qu'un végétal, c'est un être vivant comme nous, ça l'est, et observer sa fonction, observer ce qu'un végétal fait. Il le fait avec une grande générosité. Et pour moi, les végétaux, les animaux sont inspirants, m'apprennent à vivre comme humain. Et à mon avis, cette, euh, cette évolution dans laquelle on est présentement, qui peut être perçue comme une régression pour certains, parce qu'on quitte un système qui avait des valeurs d'avoir un statut, d'avoir de l'argent et du pouvoir. Quand on quitte ça, les autres qui nous regardent peuvent percevoir une régression. Mais à mon avis, c'est une évolution vers quelque chose, vers des connaissances, vers un potentiel, une capacité, comme ces médiums ont, d'être en meilleure connexion, en connexion directe avec les éléments de l'univers, reposant sur des valeurs qui entraînent la survie.
de la Terre, ce dont on parle tous. On veut tous protéger la Terre, mais maintenant, c'est une question de comment on va le faire. Est-ce qu'on va le faire en contrôlant davantage les humains ou on va le faire en permettant aux humains de se reconnecter à cette sagesse intérieure qu'ils ont comme êtres vivants? Vous savez, c'est l'histoire de est-ce qu'on va donner du poisson à une population pour la nourrir ou on va lui donner des cannes à pêche pour lui apprendre à se nourrir par elle-même? Alors, pour moi, les gens ordinaires, ce sont ceux qui vont nous ramener à cette vérité interne qu'on a beaucoup plus que ceux qui sont des personnages publics. Et je m'inclus. J'ai le sentiment que je vais apprendre davantage des gens que j'observe dans mon propre silence, quand je m'intéresse à ce que chacun a comme talent et qu'il peut partager avec les autres. J'ai l'impression que c'est l'issue positive vers laquelle on s'en va. Et je termine. Je discutais encore une fois avec Philippe au sujet de ceux qu'on appelle les élites, qui est tellement pas un terme bien choisi pour eux. Et il disait, mais souvent on l'entend dire, les élites pensent faire le bien. Les élites n'ont pas nécessairement planifié tout ça. Bon, c'est ce qu'il dit. Et il dit cela parce que c'est important pour lui de ne pas attribuer un grand pouvoir à ces gens-là. Ça, je suis tellement d'accord là-dessus. Et je lui disais que la psychologie nous permet de mieux comprendre ce qui peut se passer dans la tête d'une personne qui pense faire le bien. En fait, comment je le recadrerais, cette idée-là? Est-ce que les élites font le bien ou font le mal? Je dirais que les élites pensent faire le bien à une chose qui leur semble leur appartenir, pensent faire le bien à la Terre et ils ont le sentiment que la Terre leur appartient, puisque les ressources leur appartiennent, mais savent, ou du moins se cachent, savent qu'ils font le mal aux humains. Par exemple, en imposant des mesures qui créent plus de méfaits que de bienfaits. Alors, une personne qui se retrouve dans cette situation, ben, en fait, souvent je le dis, mais je vous rappelle que l'une des façons de comprendre une personne qui vous semble différente, comme les élites, c'est de se rapporter à soi-même, puis d'essayer de se comprendre mieux. Alors, on s'est tous retrouvés dans une situation où on a le sentiment de faire le bien, mais que dans le fond de nous, on sait qu'on fait le mal. Alors, on fait le bien, par exemple, à notre maison quand on élimine les insectes, les araignées. On sait qu'on fait du mal aux araignées, mais on justifie ce mal-là en se disant qu'on fait le bien à notre propriété. Cette façon, si vous arrivez à reconnaître que ben, ça nous arrive de faire ça, ça nous permet de comprendre à une échelle beaucoup plus grande comment des personnes peuvent se cacher, faire du mal à des humains parce qu'ils justifient ce mal-là en se disant qu'ils le font pour le bien de la planète. Mais des gens qui font le mal à d'autres de façon de plus en plus visible, ce ne sont pas des gens qui sont heureux. Ce sont des gens qui ne peuvent que de vivre la satisfaction d'un travail bien accompli. Là, je me moque un peu, là. C'est des gens qui vont vivre, qui ne connaissent pas le bonheur. Et quand on est rendu très, très loin dans ce schéma-là, à faire du mal pour le bien, bien, on devient psychopathe. Un psychopathe, c'est quelqu'un qui perd contact avec la réalité, qui perd son empathie vis-à-vis ses pairs, P-A-I-R-S. Alors, je ne sais pas si vous comprenez, on se retrouve dans la situation où il y a des gens qui ont perdu cette empathie, qui possèdent les ressources planétaires, prennent des décisions à travers les lois et à travers les gens qu'ils ont engagés et mis
dans une position politique ou chef d'entreprise. Alors, il dirige la planète, mais considère les autres humains un peu comme nous, on considère les insectes. C'est la situation. Alors, là où je suis d'accord avec Philippe, c'est que ces gens-là n'ont pas de pouvoir sauf celui qu'on leur donne, qu'on leur laisse. Quand les humains, quand les petites personnes, quand les gens ordinaires vont décider que ce système-là, ils n'en veulent plus, ils vont en sortir et ils vont créer un monde parallèle. C'est ce qu'on est en train de voir. Toutes les personnes que je rencontre ici en France, et puis avec lesquelles j'ai des contacts au Québec, sont des personnes qui sont très créatives, qui ont un potentiel sur lequel on va se baser pour reconstruire ce monde parallèle jusqu'à temps qu'il y ait de plus en plus de monde attiré vers un monde heureux plutôt qu'un monde de contrôle. Et tout ça devient de plus en plus visible. Toute cette étrangeté, ces incohérences devient tellement visible que tôt ou tard, ben, comme je disais, on voit de plus en plus des personnes s'exprimer publiquement en disant, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des mesures mises en place qui sont dangereuses. Et ces gens-là, bien qu'ils soient censurés encore dans les médias traditionnels, bien, ils existent réellement. Ces personnes existent réellement et influencent ceux qui les entourent. Et ça va fonctionner un peu plus comme des grappes, vous savez, des grappes de raisin, des gens qui s'inter-influencent et qui forment un noyau, une grappe, et il va en avoir de plus en plus, il va y avoir de plus en plus de grappes qui se forment. Et ces grappes-là vont former un tissu, une toile d'araignée. À son tour, va former une toile d'araignée qui va être solide. Le fil des araignées est très solide et il sera plus possible d'avoir autant d'impact ou d'effet sur cette population-là. Je ne suis pas clairvoyante. Je ne fais qu'observer ce qui se passe. Et pour moi, depuis le début, c'est indéniable qu'on s'en va vers un grand changement qui est très positif. Je termine en vous disant merci d'être ces personnes avec un potentiel qui souvent peut-être restent dans le silence, mais agissent sur le terrain. Merci à chacun de nous de faire la différence dans nos milieux. Merci pour certains, par contre, de sortir du silence, puis de dire ce qui se passe dans les hôpitaux, par exemple. J'ai un proche qui était dans un hôpital dernièrement et qui nous a parlé de la pression qu'il sentait chez les infirmières de tester le plus de gens possible. Il sentait que les infirmières avaient cette pression-là de passer des tests COVID le plus possible. Alors, merci si vous êtes dans un milieu qui subit ce genre de pression-là, d'imposer des mesures et de sortir du silence et commencer à parler. Et vous allez réaliser que vous n'êtes pas tout seul. Et puis, je vous dis comme d'habitude, à bientôt.